Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ce soir, on va revenir sur le feuilleton de la semaine consacré au gouvernement dit Tjibaou. Regardez cette image, c'était le 18 juin 1982. Le gouvernement Tjibaou novateur puisqu'il est composé d'indépendantistes et d'anti-indépendantistes. Une première pour la Nouvelle-Calédonie. On va voir ce soir avec nos invités que ce gouvernement en 2 ans a fait énormément de projets et d'actions. Il a beaucoup fait pour la Nouvelle-Calédonie. Mais avant, je vous propose de regarder un reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal, qui a été diffusé pour le feuilleton. Lindsay Wamo nous rappelle le contexte dans lequel ce gouvernement a été mis en place. A tout de suite. 1982, en Nouvelle-Calédonie, il ne se passe pas 2 semaines sans manifestation. Certains mouvements réclament l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, d'autres son maintien au sein de la France. Il n'y a pas une période relativement stable qui existait. Parti comme c'était parti, ça aurait abouti à une guerre civile. Et pourtant, au milieu de cette quasi-guerre civile, le 26 juin 1982, un nouveau gouvernement voit le jour. Un gouvernement qui contraste avec la situation de la Nouvelle-Calédonie. Un gouvernement composé d'hommes et de femmes de tendances politiques opposées. Dans les années 80, le gouvernement se nomme alors Conseil de gouvernement. Le haut-commissaire présidait ce conseil et vérifiait la légalité des actes pris par l'instance politique. Celui qui mène la danse, c'est donc son vice-président. Et son vice-président est Jean-Marie Tjibaou, le leader indépendantiste du FLNKS. Pendant 3 ans, des hommes et des femmes de tendances politiques contraires vont diriger ensemble la Nouvelle-Calédonie. Stanley Kamerlingh faisait partie de ce gouvernement. Cet ancien instituteur était alors conseiller en charge du tourisme, des transports et des travaux publics. Bon, sur la photo, vous voyez Henri Bailly, qui était du parti de Niederösterreich-Neslin. Il y a Jacques Yekawé, qui faisait partie du gouvernement, avec le haut-commissaire. Il y a ensuite Henri Weta, qui siège en tant qu'indépendant, puisque avec l'accord du RPCR, mais sans représenter le RPCR officiellement. Gaston Morlet de la FNSC, Jean-Marie Tjibaou de l'UC, Yvonne Nada du Parti socialiste et André Gopéa, multiracial. De ce gouvernement, 3 personnes sont encore en vie. Stanley, Yvonne Nada et André Gopéa. Aujourd'hui, seul Stanley témoignera de cette période de l'histoire. Bonsoir messieurs et merci de faire partie de la bande. On va commencer par monsieur Louis-José Barbanson. À ma gauche, vous êtes ici ce soir en tant qu'historien. Mais pas seulement, puisqu'en 1979, vous devenez secrétaire général de la Fédération pour une nouvelle société calédonienne, la FNSC, mouvement autonomiste qui s'allie en 1982 avec le Front indépendantiste et pas le FLNKS puisque ce sera plus tard. C'est cette alliance qui rend possible l'élection de Jean-Marie Tjibaou à la vice-présidence du Conseil et qui permet l'émergence d'un nouveau gouvernement majoritairement indépendantiste, une première. On va pouvoir en parler ce soir avec nos invités. Merci, monsieur Barbanson, d'être là. Surtout que votre présence se fait rare dans les médias. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. On va pouvoir parler de ce gouvernement ce soir aussi avec monsieur Haïfa, Jean-Pierre Tayeb Haïfa. Bonsoir. Bonsoir. On vous surnomme le calife. Vous avez été maire de Bourail pendant plus de 24 ans. 30 ans. Et vous étiez à cette période-là président de la FNSC. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Une réaction sur le reportage que l'on vient de voir de l'INSEE sur ce gouvernement qui a été mis en place dans un contexte particulier. Eh bien, c'était, je dirais, un gouvernement collégial avant l'heure. Hein, parce que souvent, les journalistes font l'impasse sur cette époque. Mais cette époque, c'était une époque, justement, où il fallait avoir le courage
de mettre en place un gouvernement collégial, et je crois qu'on a fait partie de ceux qui ont montré peut-être le chemin pour plus tard. Comme le disait Stanley Kamerlingh, on était effectivement dans des affrontements quotidiens. Donc il fallait en sortir, et ça a été le mérite du Front indépendantiste, parce qu'il faut bien le préciser, c'était le Front indépendantiste et de la FNSC de faire un gouvernement collégial et une majorité, parce que quand on dit à majorité indépendantiste, non, je dirais, toutes les décisions étaient prises collégialement. Monsieur Barbançon, qu'est-ce que vous pensez du fait que ce soit l'émergence d'un gouvernement collégial, comme le dit Monsieur Haïfa? Mais nous avons l'habitude de dire que celui qui a inventé le gouvernement collégial, c'est Gaston Morlet, qui faisait également partie du gouvernement et qui a été vraiment le maître d'œuvre de la mise en place et de toutes les négociations pour la formation de ce gouvernement. Il est collégial aussi dans le sens où Henri Weta, qui est membre du RPCR, fait partie de ce gouvernement. C'est-à-dire que la FNSC avait 3 places dans le gouvernement et a laissé, en fait c'était moi, a laissé sa place à Henri C. Weta, qui était une figure éminente sur la Grande Terre de Neuta, du RPCR. Il est collégial aussi parce que, dans le sens où aucune décision n'a jamais été prise à la majorité. C'est-à-dire que la grande peur, la grande angoisse que les indépendantistes étant majoritaires, ils fassent ce qu'ils veulent, eh bien c'est jamais arrivé. Tout a été pris. Certains des fois se sont abstenus, pas nous, mais tout a été pris comme aujourd'hui en collégialité. Monsieur Haïfa disait que c'est une période qui est assez méconnue. Comment ça se fait qu'on n'en a pas parlé jusqu'à aujourd'hui vraiment? D'abord parce que l'histoire est décrite par les vainqueurs. Donc c'est difficile après de retrouver, et dans les livres d'histoire et ailleurs, quelque chose d'autre que la parole imposée. Mais ce gouvernement, on est obligé d'en reparler dans cette année référendaire, puisqu'il pose des problèmes et donne des solutions qui correspondent à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors ce gouvernement a été élu dans un contexte assez difficile, on le disait. Monsieur Haïfa, vous avez été considéré, enfin on vous a traité entre guillemets de traître. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment ça s'est passé? Moi, je ne l'ai jamais... Enfin, on l'a subi, c'est vrai, les uns et les autres, mais moi, je n'ai jamais douté à un moment de ma sincérité, de la sincérité des amis de la FNSC. La FNSC s'est constituée sur, je dirais, un projet et des idées. Elle ne s'est pas créée sur la tête d'un bonhomme super puissant. Donc cette époque était une époque... Bon, moi je sortais de l'Union calédonienne. Donc effectivement, on pouvait effectivement penser qu'il y avait certaines accointances avec Jean-Marie Tjibaou, avec les gens de l'Union calédonienne. Ce qui n'est pas faux, parce que lorsque vous avez été plusieurs dizaines d'années dans un parti, vous êtes fait donc des amitiés, ce qui facilite aussi beaucoup de choses. Mais beaucoup d'ennemis aussi. Mais il n'y a pas de traîtrise, mais il y a de la fierté. Il y a toujours eu de fierté, même si mes amis qui ont dû à un moment donné subir lourdement leur prise de position, et je pense à Louis-José, à Stanley, à Christian Boisserie, ou à Gérald Meyer, ou à Maël Lobreau, il est clair qu'il a fallu assumer, parce qu'on ne nous a pas fait de cadeaux. C'est-à-dire que les majorités venantes ne nous ont pas fait de cadeaux, parce qu'on avait été gênants. On était gênants. C'était pas commun comme... Mais c'était quelque chose de naturel pour nous de faire une alliance avec des gens de progrès, des gens qui étaient capables, je dirais, de comprendre le fonctionnement dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, l'intérêt général, c'est-à-dire oublier l'intérêt particulier et surtout un petit peu, je dirais, tordre le cou, je dirais, à l'économie de comptoir calédonienne.
Monsieur Barbançon, vous avez subi aussi des critiques à cette période-là. Comment ça se passait? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Mais écoutez, je préfère laisser tout ça derrière moi. Je suis là ce soir et puis c'est le plus important. Voilà. Sur Calédonia. Voilà. Donc, ce que je peux rajouter, c'est que pour constituer ce gouvernement, les choses n'ont pas été simples. On a d'abord commencé par voter des textes avec le Front indépendantiste, en particulier en janvier 82, la création de l'impôt sur le revenu. On a voté l'intégration de la clinique, le rachat de la clinique de Magenta avec le Front indépendantiste. On a voté la proportionnelle à Nouméa avec le Front indépendantiste. Tout ça avant le gouvernement, mais tout ça c'était des étapes qui nous ont permis ensuite d'arriver à la constitution du gouvernement. Les négociations ont eu lieu à la Vallée des Colons chez Gaston Morlet, entre Jean-Marie Tjibaou et Gaston Morlet. Yann Séléné a assisté à quelques négociations. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme aujourd'hui, pourquoi ça a été long? Parce que, comme disait Jean-Marie, c'était pas prévu, c'est pas ça qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est que les représentants du peuple colonisé discutent directement avec l'État colonisateur. Et là... C'était pas le cas. Et là, on offrait une autre solution, c'est-à-dire que les descendants de ceux qui sont venus comme condamnés ou comme engagés, travailleurs engagés, etc., discuter directement avec le peuple colonisé pour faire quelque chose ensemble. C'était jamais arrivé? Et c'était pas arrivé encore de cette manière-là, parce qu'avant, la revendication d'indépendance n'était pas posée. Et ce qu'il faut bien retirer, la leçon de l'histoire, c'est qu'à chaque fois que les dirigeants kanaks, pour le moment, ont eu le choix de faire avec les Calédoniens ou avec l'État tout seul, ils ont choisi de faire d'abord avec les Calédoniens. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en 88, c'est ce qui s'est passé en 98, c'est dans cette perspective que l'on est aujourd'hui. Et donc, ça, je crois que ça a vraiment le mérite d'être dit, parce que les dirigeants kanaks aujourd'hui sont comme Jean-Marie Tjibaou, ils ont un autre choix. Parler directement et tout seul avec l'État colonisateur. Monsieur Haïfa, quelles étaient les urgences à mettre en place à cette période-là? Pourquoi ce gouvernement était vraiment nécessaire et a changé les choses? Eh bien oui, il a changé les choses pour la bonne raison que déjà on fait une réforme fiscale profonde. On était aussi en pleine période où il fallait faire du développement. Pas perdre de vue que cette période, comme l'a rappelé Louis-José, ça a été Ercalin, ça a été l'intégration de la clinique de Nouméa, de Magenta au CHT Gaston Bourré, ça a été aussi la création d'outils de développement comme les abattoirs de Bourail, les l'abattoir de Païta, ça a été des grands travaux. Et surtout, ça a permis aussi, à l'époque, aux indépendantistes et aux Kanaks de démontrer leur capacité de gérer des institutions, parce que c'était toujours ce qui leur était reproché par l'opposition. Parce que tout à l'heure, vous avez dit les anti-indépendantistes. Et non, les non-indépendantistes, parce que quand on est anti, on est en opposition systématique à quelque chose. Là, c'était vraiment avec. C'était construire la Nouvelle-Calédonie ensemble, pour le peuple calédonien. Alors, messieurs, avant de continuer, je vous propose de regarder le deuxième extrait. L'INSEE Wamo est allé à votre rencontre, notamment monsieur Haïfa. Plusieurs projets ont été mis en place durant cette période-là du gouvernement dit Tjibaou, notamment Ercalin. Je vous propose de regarder un extrait de ce reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. On regarde. Ce gouvernement est à l'origine de réalisations et de réformes dont certaines sont historiques en Nouvelle-Calédonie. Jean-Pierre Haïfa, ancien président de la FNSC, était à cette époque président de l'Assemblée territoriale, aujourd'hui le Congrès. La composition de ce gouvernement est en grande partie due à son parti politique. Anti-indépendantiste, la FNSC se tourne naturellement d'abord vers le Rassemblement pour la Calédonie dans la France, le RPCR.
Mais les deux parties ne s'entendent pas. On fait une alliance avec le RPCR, mais sur un programme, mais ce programme donc ne peut être réalisé. Ce programme, effectivement, il y avait des réformes importantes, et plus particulièrement la fiscalité directe. Il ne nous restait plus qu'une solution. Alors que tous les yeux sont sur ce nouveau gouvernement, le vice-président pose sur la table son premier dossier. Un sulfureux premier dossier. La mise en place de la fiscalité directe. Une première en Nouvelle-Calédonie. Mais la mise en place de cette réforme ne réjouit pas tout le monde. La réforme est contestée et l'Assemblée territoriale envahie. Les gens voulaient rester dans un système bien établi où on avait une fiscalité indirecte pesante et où il n'y avait pas de fiscalité directe pouvant, tirer l'impôt sur les revenus, les gros revenus ou les moyens revenus. Monsieur Barbançon, Aircalin a un gros bébé, si on peut dire. Est-ce qu'aujourd'hui, un projet comme Aircalin pourrait se faire ou le contexte est plus compliqué aujourd'hui? Dans le contexte politique actuel, il serait impossible de créer Aircalin. Imaginez aujourd'hui, Aircalin n'existant pas, UTA, qui est une compagnie privée remplacée par Air France, avec toute la propagande et les aboiements sur le fait que chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de nouveau, il est accusé d'être nationalisme. Vous imaginez aujourd'hui dire on prend la place d'Air France, les ailes françaises, mais ça serait accusé d'être, c'était déjà le cas à l'époque, mais c'était quand même moins fort, de vouloir faire l'indépendance, etc. Aircalin ne pourrait pas se créer. Aircalin a été créé parce qu'il y avait une initiative privée, dans celle en particulier de M. Bill Ravel, c'était quand même lui au départ, il ne faut plus parler de lui, mais n'empêche, moi je le dis, c'est quand même Bill Ravel qui est au départ, et avec le soutien du gouvernement Tjibaou. Le RPCR était contre, en très grande majorité, de la création d'Aircalin. Jacques Lafleur est resté neutre dans la création d'Aircalin, il n'a pas fait l'opposition, mais la majorité du RPCR était contre. Ce que je voudrais rajouter, quand même, parce que ça me semble important, si Aircalin a été créé, c'est aussi avec le soutien des syndicats, et en particulier de l'USTKE et de Louis Cotra-Uruguay. La Fédération des fonctionnaires a soutenu aussi, mais le principal soutien, alors on dira que Louis Cotra était très ami avec Bill Ravel, etc., mais ce n'était pas que ça. C'était la lutte pour l'emploi local, c'était la lutte pour qu'il y ait des stewards et puis des hôtesses de l'air qui soient Kanak, etc. C'était tout ça la vision. Et on ne peut pas ne pas le rappeler. Monsieur Haïfa, cette vision justement a été commune, c'est pour ça que ce gouvernement a bien fonctionné. C'est des projets que tout le monde voulait. Je crois qu'on l'a déjà dit, ce gouvernement a bien fonctionné comme la majorité à l'Assemblée territoriale que j'avais la chance de présider. Il y avait un partage et il y avait des discussions sur tous les textes. Et comme le rappelait tout à l'heure Louis-José, il n'y a jamais un parti qui a imposé à l'autre. Tout a été partagé, c'est-à-dire qu'on était parti pour réussir. Et je dirais, tout avait été mis en place pour réussir. L'échec que l'on a eu, ça a été à Nainville-les-Roches. C'est là qu'il y a eu un échec, mais il n'est pas de notre fait. Mais là encore, Jean-Marie Tjibaou avait fait, enfin les Kanaks en général, mais Jean-Marie Tjibaou en particulier, avait démontré, je dirais, sa grande capacité du partage. Alors justement, on reviendra sur Nainville-les-Roches tout à l'heure. Monsieur Barbançon, Jean-Marie Tjibaou était plus que romantique, il était avant tout un gestionnaire. C'est-à-dire qu'il avait de multiples dimensions, une dimension philosophique, une dimension coutumière, une dimension culturelle, une dimension poétique, puis une dimension politique évidemment, mais moi ce que je regrette toujours dans les portraits que l'on fait de lui, c'est que l'on oublie ce côté gestionnaire, cet obsédé de la rigueur budgétaire. Ouais. Je vais vous raconter une anecdote. On peut raconter une anecdote? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. On est dans la bande. Je suis jeune, je suis attaché au gouvernement Tjibaou. Tjibaou est responsable du budget. Je vais le voir et il fallait boucler le budget qui était tout le temps en déficit. Et
Je lui dis, ben, on n'a qu'à faire comme les pays africains, demander à africaniser notre dette. On avait 300 millions à rembourser à l'État chaque année. Et l'État venait d'effacer aux pays africains la dette, on n'a qu'à faire pareil. Et je vois Jean-Marie vraiment froncer les sourcils, me regarder et puis me dire, il ne sera jamais dit qu'un dirigeant kanak ne paye pas ses dettes. Et c'est surtout ses dettes envers l'État colonial. Ça, c'était Jean-Marie aussi. Vous savez, ce gouvernement, il tient aussi parce qu'il y a la personnalité Jean-Marie Tjibaou. Et nous faisons ce gouvernement parce que nous voyons bien que là, la Calédonie a un homme d'État et que c'est très difficile pour les petits peuples de fabriquer à chaque génération un homme d'État. Il n'y a pas un Mandela qui sort tous les jours d'Afrique du Sud non plus. Hein. Ah, ça c'est sûr. Donc c'était cela, c'est-à-dire que si on loupait la chance de faire avec lui, avec qui on allait faire après? Ça faisait partie de nos interrogations. Enfin, en tout cas, moi, en tant que jeune, à l'époque, c'était mes interrogations. C'est-à-dire, si on loupe là, qu'est-ce que diront mes enfants lorsqu'ils me diront, mais toi, tu avais la possibilité de faire. Les autres, ils n'avaient pas la possibilité, ça ne les intéressait pas. Mais nous, qui avions la possibilité, il fallait qu'on le fasse là. Monsieur Haïfa, c'était un devoir d'amener ce gouvernement et ses projets vraiment à se concrétiser? Mais c'était un devoir de Calédonien. C'était pour le pays? C'était pour le pays, mais c'était pour la paix. Il fallait trouver le chemin de la paix et le chemin aussi, amener les indépendantistes. Alors, il est vrai que quelques années plus tôt, on ne pouvait pas le faire. On ne pouvait pas le faire. Il y avait une vision des indépendantistes, plus particulièrement de l'Union calédonienne, qui disait si on rentre dans les institutions, on n'est plus sur le terrain et on perd du chemin vers l'indépendance. Et l'année 1982, elle a été propice pour le faire. Et je crois que aujourd'hui, tous ceux qui sont encore présents, mais à la mémoire de ceux qui sont morts, on n'a pas à rougir et puis justement, on a à mettre en valeur les hommes qui ont, je dirais, participé à ce gouvernement, qui sont disparus. Henri Houeta, Gaston Morlet, Louis-José Barbanson, Henri Bailly, sont des gens qui nous ont quittés. La plupart, on les voit derrière, d'ailleurs, sur cette image. Ce sont des gens qui nous ont quittés aujourd'hui, mais ils ont œuvré à un moment donné, voilà, un moment très particulier à la Nouvelle-Calédonie, où la Nouvelle-Calédonie, comme disait Stanley Kamerlingh, et on était, je dirais, au bord de l'affrontement et de la guerre civile. Alors, en 2 ans, beaucoup de choses se sont faites et le budget a quadruplé, si on peut dire. Vous pouvez voir d'ailleurs le graphique qui va s'afficher. Monsieur Barbanson, comment vous l'expliquez? En 2 ans, finalement, concrètement, il y a eu vraiment des progrès? Les progrès viennent du part de la baisse de l'inflation, qui a été très forte, avec déjà les contrôles des marges que l'on met en place à l'époque. Rien de nouveau sous le soleil, mais surtout, ce sont les rentrées de l'impôt sur le revenu que l'on avait voté et que l'on avait créé avec le Front indépendantiste, qui permettent à Jean-Marie de rendre le gouvernement avec plus d'1 milliard d'excédents en 84, alors qu'on n'arrivait pas à le boucler en 82, 80. Il a toujours été voté au mois de janvier avec les centimes additionnels. Ce qu'il faut bien comprendre sur l'époque, c'est que tout était sclérosé, tout était bloqué. Le pays avait besoin de réformes. Et on n'arrivait pas à les faire avec le RPCR, ces réformes. Mais c'est un peu de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où on voit très bien que les réformes qui ont été faites à l'époque, mais elles sont au bout du rouleau, elles arrivent au bout du rouleau. TEA-SOA est créé à l'époque, les ALEP sont créés un petit peu avant, mais quand même, ils se mettent en place là. On arrive au bout, et aujourd'hui, il faut simplement chercher à savoir quelle est la majorité qui est capable de faire des réformes. Et c'est ça le problème, c'est que le théorème FNSC, qu'est-ce que c'est? Le théorème FNSC, c'est de dire que quand on veut faire des grandes réformes, d'un point de vue sociétal ou social en Nouvelle-Calédonie, ça ne peut se faire que par la partie réformatrice des non-indépendantistes avec les indépendantistes. Parce que dans les non-indépendantistes, la partie des conservateurs est beaucoup trop importante pour pouvoir faire des réformes. Ils ne peuvent pas faire tout seuls. C'est ça, c'est un axiome, c'est une loi qui a été imposée et qui s'impose à tous les dirigeants et qui va aussi s'imposer
au lendemain du référendum. Monsieur Haïfa, qu'est-ce que vous en pensez? Justement, le référendum, c'est dans environ 2 mois. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de ce gouvernement-là et pas répéter les mêmes choses aujourd'hui? Eh bien, Ou s'en inspirer. Une grande sagesse. Il faut s'inspirer de la sagesse du gouvernement Tjibaou. Il faut s'inspirer aussi de l'objectif. L'objectif, il était d'arriver à se satisfaire nous-mêmes à travers notre fiscalité. L'objectif, Jean-Marie Tjibaou, c'était le développement culturel. Il faut aussi ne pas oublier que c'est cette période qui permet de reconnaître et d'ouvrir vers les espaces culturels ou historiques. On sauve un bâtiment historique à Bourail, le musée actuel, qui était un ancien bâtiment de la pénitentiaire. Dans le même temps, il y a le centre culturel de Yingen qui se met en place. C'est une priorité, la culture. Donc c'était, oui, mais ça faisait partie justement d'un élément important, puisque ne pas oublier aussi une chose, c'est que Jean-Marie Tjibaou, lorsqu'il revient à la vie, je dirais, publique et surtout privée, dans les années 75, il crée cette grande manifestation culturelle de 1975. Donc pour lui, il y avait un objectif, c'est-à-dire qu'il fallait impérativement sauver la culture kanak pour sauver le peuple kanak. Monsieur Barbançon, finalement, donc la leçon qu'on doit en tirer, c'est qu'il faut travailler tous ensemble pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qui s'est passé en tout cas. C'est ce qui s'est passé et on ne peut pas ne pas tirer des leçons pour aujourd'hui de ce qui s'est passé au niveau du gouvernement de Tjibaou. Et en particulier sur le fait que la FNSC, au lendemain du gouvernement de Tjibaou, après le 18 novembre 1984, est rayée des contrôles. Elle disparaît en tant que force politique. Et c'est un peu le syndrome qui continue à courir. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un fait un pas vers les indépendantistes, ensuite, il a du mal à pouvoir se faire élire. C'est ce qui se passe avec M. Frogier quand il a levé le drapeau et le drapeau FLNKS. Il aurait du mal aujourd'hui à se faire élire par un électorat populaire. Il peut être élu sénateur avec un électorat plus restreint. C'est ce qui se passera demain certainement pour M. Yano, qui a pris le risque de continuer à rester avec la charte. Le problème, c'est qu'on nous présente toujours cela comme une victoire de la démocratie, qui refuse que les élus, fassent des pas. Mais si on se place de l'autre côté, qu'est-ce qui est vu? Ce qui est vu, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un blanc de ce pays qui va vers les Kanaks indépendantistes, il est rejeté par les autres blancs. C'est ça le message qui y passe. Et le message qui est de dire, c'est un message qui est très simple, c'est de dire les blancs, ils ne veulent pas de nous. Et donc je dis, il faut faire attention, et je dis aux Calédoniens, il faut faire attention quand on vous demande de faire un non massif, etc. Comment est-ce que les choses sont perçues? Vous savez, on forme le gouvernement Tjibaou le 18 juin, vous avez montré les images du 23 juin. Dans la rue, il y a une grande manifestation des milliers de personnes pour la défense des institutions, avec des panneaux Tjibaou à Moscou, Tjibaou assassin. On n'a pas commencé à gouverner encore. Et je suis au 6e étage du gouvernement, de l'immeuble BIS, pardon. Éloi Machoro est à côté de moi et il me dit, tu vois José, ils ne veulent pas de nous. Voilà. Cette phrase, elle m'a hanté et elle continue à me hanter parce qu'elle explique bien la suite. Monsieur Haïfa, vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, même les jeunes ont du coup ce que les médias leur reflètent, même à cette période-là? Alors, oui, les jeunes, ils ont effectivement... c'est impossible de travailler ensemble. Mais pourquoi c'est impossible de travailler ensemble? Si on ne veut pas travailler ensemble dans ce pays avec les Kanaks, on n'a qu'un choix, c'est d'aller voir ailleurs. On n'a pas d'autre solution que de travailler et de vivre ensemble.
il suffit de regarder la mosaïque de la population de ce territoire. C'est un territoire qui est une population qui est métissée. C'est pour ça que personnellement, depuis longtemps, nous revendiquons, je dirais, le terme de peuple calédonien. C'est parce que la Calédonie, elle a été peuplée avec, comme le disait Louis-José tout à l'heure, avec des gens qui sont venus librement ici et avec les condamnés qui sont venus ici aux travaux forcés. Des condamnés qui sont venus de France métropolitaine, les condamnés venus d'Afrique du Nord, dont je suis un produit. Et donc, nos pères n'avaient pas de femmes, donc ils ont été obligés, il n'y avait pas de femmes algériennes déportées, donc ils étaient obligés de métisser, soit avec de l'européen, soit avec du kanak, ou soit avec d'autres races. Donc on a un peu le mélange est là, quoi. Et le mélange est là. Et la Calédonie, alors les Calédoniens, quand ils se retrouvent au sport, j'ai fait du sport, Louis-José aussi, quand on se retrouve au sport à l'extérieur du territoire, on est vraiment le peuple calédonien défendant les couleurs calédoniennes. Et puis après, quand on rentre ici, on reprend les clivages. Et puis, ça. De toute façon, moi, mon discours, hier comme aujourd'hui, vis-à-vis des institutions calédoniennes, n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il a évolué avec le temps, mais il n'a pas changé. Je ne dis pas que nous sommes condamnés, nous sommes faits pour vivre ensemble. Et quand on regarde les mentalités des gens de Brousse, effectivement, nous avons vécu, nous, les événements. Nous avons vécu notre évolution des années 80. Aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie un métis indonésien, un métis kanak, un métis européen? Qu'est-ce qui les différencie? Dans leur culture, dans leur façon de vivre, dans leur façon d'être, dans leur façon de partager. Ben, pas grand-chose. Juste le nem, le bami, pour certains. Merci, messieurs. On arrive déjà au terme de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir éclairé, en éclairant le passé, de nous éclairer pour l'avenir. Voilà, un dernier mot peut-être, Monsieur Barbançon? Non, je voulais simplement rajouter que ce gouvernement avait été aussi historique par rapport aux femmes, car Yvonne Nada a été la première femme ministre de Nouvelle-Calédonie et que ça fait partie de l'histoire de la lutte des femmes. Et ensuite, dire aussi que, à part mes enfants, la chose qui m'a rendu le plus fier dans toute ma vie, c'est d'en avoir fait partie et d'avoir permis à Jean-Marie de gouverner le pays à cette période avec nous. L'avenir, en tout cas, ne se fera pas sans les femmes, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Merci. Un dernier mot, monsieur? Oui, moi, je peux dire, un peu comme Louis-José, nous avons été fiers de faire ce que nous avons fait. Nous avons, personnellement, à aucun moment je l'ai regretté, et je suis persuadé que tous les gens, tous les élus de la FNSC de l'époque, ceux qui restent encore, sont fiers de l'acte que l'on a produit ce mois de juin 1982. C'était le chemin de l'avenir, et je pense qu'aujourd'hui, il faut que chacun, je dirais, accepte l'autre, mais surtout que chacun ait une dose de tolérance suffisante pour permettre de vivre ensemble. Et faire ensemble. Merci, Monsieur Haïfa. Bonne soirée, messieurs. Merci. Chers téléspectateurs, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un feuilleton consacré aux pompiers. Un an après le recrut de 8 pompiers volontaires à Koné. Comment ça se passe? Surtout que c'est bientôt la saison des feux. Ce sera la semaine prochaine. En attendant, je vous dis bonne soirée à tous et à bientôt sur Calédonia. Merci.